Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Alexandre Duclos, Des formes modernes de cosmopolitisme 2009. Éric Forgues, L'activité symbolique. La formation de soi et de la société, 2009. Atman Agoundir, Enquêter auprès des migrants 2009. Jacques Chavannes, La cité au travail, l'insertion des jeunes de banlieue d'origine maghrébine, 2009. Anna Aurkenreglin, Danseuse de cabaret. La lumière à l'ombre, 2009. Pierre Avidal-Naquet, Faire avec le cancer dans le monde du travail, 2009. Jean-Charles Bérardi, Prolégomène à une sociologie de l'art. Les formes élémentaires de l'échange artistique et son procès. Tome 2, Analyse et modèle, 2009. Jean-Charles Bérardi, Prolégomène à une sociologie de l'art. Les formes élémentaires de l'échange artistique et son procès. Tome 1, Problématique et méthodologie, 2009. Marianne de Bouzy, Le monde du travail aux États-Unis, Les temps difficiles, 1980-2005, 2009. Roland Guillon, Sociologie de la division du travail, 2009. Damien Lagazere, Le masochisme social, 2009. Francis Courteau, Brian Fernéaou, Figure et dialogue, 2009. Jean Foucard, Fluidité sociale et souffrance, 2009. Olivier Meuchler et Olivier Thévenin, Dire Les territoires de la démocratisation culturelle, 2009. Lionel Arnaud, Sylvie Olitro, Sophie Rétif et Valérie Salapala, Dire Mobilisation, domination, identité, 2009. Alain Berger, Pascal Chevalier, Geneviève Cortès, Marc Dedezire, Héritage et trajectoire rurale en Europe, 2009. Adeline Cherki et Philippe Amann, Dire Production et revendication d'identité. Éléments d'analyse sociologique, 2009. Préface Éric Plaisance. Professeur émérite. CERLIS Université Paris-Descartes. Commence-t-on à s'intéresser aux étudiants étrangers en France à partir du moment où le pays perd sa position hégémonique en la matière ? C'est la question un peu provocatrice que l'on peut se poser en confrontant deux types d'informations. La première donnée est que la France occupait la première place mondiale dans l'accueil des étudiants étrangers jusqu'au début des années 90, mais qu'elle se situe désormais à la 4e place, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cette place n'est pourtant pas négligeable en termes de pourcentage, et non plus d'effectifs bruts, puisque les étudiants étrangers forment encore 11% de l'ensemble des étudiants, soit bien plus que les États-Unis qui n'en ont que 3% et au même niveau que l'Allemagne. Il n'est toutefois pas sûr que la France exerce aujourd'hui la même attraction culturelle que précédemment pour les étrangers, si ce n'est pour le nouveau public des étudiants chinois en très forte augmentation. La grande faiblesse de la politique française d'accueil des étudiants étrangers, les obstacles administratifs, voire les réticences plus ou moins voilées à toute ouverture internationale, contribuent sans doute à ce recul de l'attractivité. La deuxième donnée concerne les travaux portant précisément sur les étudiants étrangers. Mis à part certains travaux pionniers, comme ceux de Camilleri qui datent du milieu des années 1980, ou encore ceux de Xavier de Brito sur les étudiants brésiliens au début des années 1990, on doit bien constater que les étudiants étrangers en France n'ont suscité l'attention des chercheurs qu'à une période très récente, à partir des années 2000, et ceci malgré le développement des échanges Erasmus en Europe. On peut ainsi repérer les bilans, de nature statistique, de l'Observatoire de la vie étudiante, OV, sous la responsabilité de Coulon et de ses collaborateurs. C'est donc dire l'intérêt de la contribution de ce livre collectif à la connaissance du public étudiant étranger, dans toute sa diversité. Mais on doit surtout souligner l'originalité de l'ouvrage et en premier lieu,
le fait que des orientations théoriques indispensables à toute recherche sociologique sont bel et bien affirmées. On ne se contente pas de fournir des données descriptives. On situe la question de la mobilité étudiante dans le cadre général des politiques portant sur la circulation internationale des savoirs et des individus, visant ici à former des élites. Un ensemble d'interrogations spécifiques peut alors être engendré, que les coordonnateurs de l'ouvrage rappellent au début de leur présentation, parmi lesquelles les relations entre offre et demande de formation, les mobilités entre pays de départ et pays d'accueil, les types de trajectoires étudiantes, avec projet de retour ou non, etc. La conséquence de ce type d'approche est de ne pas considérer les migrations étudiantes isolément, comme une sorte de secteur à part, mais au contraire de les situer au sein du problème global des migrations, d'où au début de l'ouvrage, ces présentations détaillées de données sur l'immigration, tendance mondiale, taux d'emploi en France selon la nationalité, mais aussi de notions qui accompagnent le phénomène. Peut-on parler, et si oui, à quelles conditions, d'intégration conçue comme assimilation, comme processus de métissage, ou encore comme transformation identitaire? Les travaux sociologiques sur l'immigration sont certes nombreux, depuis ceux de l'école de Chicago jusqu'à ceux des auteurs français, souvent centrés sur l'immigration en provenance d'Afrique du Nord. Mais il reste évidemment à savoir si ces pistes déjà bien explorées s'appliquent aux étudiants migrants. Sont-ils des migrants comme les autres? De ce point découle la deuxième originalité de l'ouvrage, cette fois-ci en termes méthodologiques. Les auteurs n'ont pas mené une enquête statistique sur les étudiants étrangers. Ils ont pris le parti d'une approche résolument qualitative, qui découle logiquement de leur choix conceptuel. S'il s'agit de mettre en évidence les processus d'intégration des étudiants ou plus précisément, leur construction identitaire, leur trajectoire, ou encore, pour reprendre une expression chère à Robert Castel, leur type d'affiliation, alors ce sont bien des enquêtes par entretien approfondi qui permettent de révéler le sens qu'ils accordent à leur expérience en France. Ainsi, ce sont une centaine d'entretiens qui ont été réalisés sur une période de 2 ans par 6 chercheurs sur des étudiants issus de plusieurs continents, l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, l'Asie, Chine, l'Afrique et en partie l'Europe orientale. On pouvait s'attendre à ce que cette diversité de pays soit assortie d'une diversité d'attentes et d'expériences des étudiants, ce que confirment bien les résultats des enquêtes. Mais les auteurs révèlent aussi, autre originalité, une diversité non moins grande au sein d'une même nationalité d'origine, selon les parcours de départ, le statut de boursier ou de non-boursier, la recherche de tel ou tel type de formation, autant de dévoilements, de redressements des pseudo-évidences qui sont les caractéristiques de travaux sociologiques qui retiennent l'attention. Introduction. Les étudiants étrangers, des migrants comme les autres, 1. Catherine Agulon, Angela Xavier de Brito. CERLIS. Université Paris-Descartes, CNRS. La mobilité étudiante s'affirme aujourd'hui comme préoccupation des États et des responsables politiques de l'enseignement supérieur de par le monde. Elle s'inscrit dans un renouvellement des politiques de circulation des savoirs et des individus, et produit des formes de concurrence internationale particulières. La mondialisation qui recouvre en fait de nombreuses formes de concurrence économique et de redistribution des activités économiques, élabore un marché international qui intègre ces mobilités. Les pays de l'OCDE y détiendraient une bonne place, et chercheraient à monopoliser la connaissance. Ils seraient ainsi engagés dans une société de la connaissance. Ce terme recouvre plusieurs acceptions, les unes empiriques, les autres idéologiques, les unes sur lesquelles il semble que les États occidentaux puissent agir, les autres qui sont plus de l'ordre de l'injonction ou même de l'incantation. Dans ce contexte plus ou moins prégnant, plusieurs phénomènes se dessinent. Les activités économiques se redistribuent entre les pays et même les continents. Les activités scientifiques et techniques sont l'objet d'attention et de concurrence. Et dans leur sillage, les lieux producteurs de savoir que sont les institutions d'enseignement supérieur développent des stratégies concurrentielles dont l'accueil des étudiants étrangers est un volet. Ces formes de concurrence et l'importance accordée à la science, au savoir, au pouvoir politique et économique qu'ils donnent ne sont pas bien entendu nouvelles, mais quand la productivité augmente tout autant que le coût du travail, la marge que représente la suprématie du savoir devient un des enjeux les plus convoités. L'enseignement supérieur est ainsi entraîné dans ce jeu international.
L'Europe s'engage dans une réforme en profondeur quoique très chaotique, tant chaque État garde ses prérogatives en matière d'éducation pour asseoir sa position dans ce jeu. Le crédit accordé aux classements internationaux, comme celui de Shanghai, est là pour témoigner d'un mouvement en profondeur que les acteurs nationaux ont du mal à maîtriser et à réguler. La circulation des étudiants, objet de la recherche exposée ici, est un des volets de ce foisonnement de réformes et d'injonctions dont les chercheurs tentent de dévoiler les causes et les effets. Winocur, 2007, 2008, Schultes et al., 2008. S'agit-il d'un marché? La demande force-t-elle l'offre ou inversement? Les causes de ces mobilités sont-elles plutôt à rechercher dans les pays de départ ou d'accueil? Quelles sont les politiques et les formes de rétention menées par les pays d'accueil? Quelles sont les configurations des trajectoires des étudiants mobiles et les ressorts de leur diversité? Y a-t-il volonté de retour et possibilité de promotion sociale via ces mobilités? Ces questions sont à la base de notre recherche, même si les moyens dont nous avons disposé ne nous ont pas permis de toutes les explorer. La question des mobilités étudiantes fait également ressurgir la controverse sur la fuite des cerveaux, comme le souligne Winocur, 2008, alors qu'elle s'était quelque peu atténuée après son émergence dans les années 60. 24 millions de travailleurs hautement qualifiés sont migrants, dont 85% établis dans les pays de l'OCDE. Cette migration d'individus hautement qualifiés a progressé ces dernières années jusqu'à représenter 34,6% des migrations dans le monde. Ont-elles des effets positifs sur les pays de départ? Rien n'est moins sûr, conclut Winocur. Il semble plutôt qu'elles participent encore de la consolidation des inégalités nord-sud. La Banque mondiale et l'OCDE produisent des bases de données et tentent d'apprécier ces migrations et leurs effets. Les étudiants n'y sont pas intégrés. Ils sont pourtant les vecteurs de cette fuite, mais ils sont considérés comme non rentables et non inscrits dans les circuits marchands. Leurs mouvements migratoires sont, de ce fait, encore peu connus. Si les États décomptent les populations étudiantes entrantes, ils suivent peu leur trajectoire. Le retour en particulier est un aspect difficile à évaluer et à ce titre bien souvent laissé dans l'ombre. Pourtant, les politiques d'attraction des étudiants étrangers n'ont cessé de croître ces dernières années. Les pays occidentaux cherchent autant à combler leur déficit d'effectifs qu'à trouver de nouvelles ressources pour financer l'enseignement supérieur. Bell, 2008. Et la controverse sur ces politiques est menée par des universitaires en Europe, Schultes et al., 2008, comme ailleurs, par exemple au Mexique, Didou, 2008. La mobilité étudiante pose ainsi bien des questions non résolues, d'autant que les données sont peu nombreuses et partielles. La migration étudiante serait-elle seulement un cas spécifique des migrations internationales? Quel est le lien entre l'accueil des étudiants étrangers et les politiques d'immigration, ou les formes de réception et d'intégration de l'immigration? Quels sont les liens entre ces politiques et les sens des migrations, des retours et des non-retours? Nous ne prétendons pas répondre à l'ensemble de ces questions dans cet ouvrage. Notre apport sera beaucoup plus modeste, puisqu'à partir d'une enquête qualitative menée en France auprès d'une centaine d'étudiants étrangers originaires des 5 continents, nous décrirons leur trajectoire et nous dégagerons leur mode d'affiliation scolaire et culturelle. L'immigration, une question politique. Une première question mérite d'être éclaircie. La migration étudiante s'inscrit-elle dans les processus migratoires globaux? Ces spécificités lui donnent-elles un statut particulier? Il faut revenir sur l'histoire et les politiques des migrations et sur les apports des recherches en sciences sociales sur ces questions, pour trancher. Si les migrations de travail ont occupé le devant de la scène et alimenté les polémiques les migrations d'études, en se développant, s'ouvrent en partie à des questionnements semblables. C'est dès le XIXe siècle que l'immigration constitua un problème politique aux États-Unis, mais c'est plutôt dans l'entre-deux-guerres qu'il émergea en France ou en Europe. Comme le rappelle Assovi, le sens et l'origine des migrations évoluent au XXe siècle. Jusque-là plutôt européennes, les migrations s'intensifient et se diversifient. La décolonisation, puis les appels successifs de main-d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale ont transformé la donne tandis que les conditions de vie dans les pays de départ poussaient les populations à se déplacer. Il semble que plus de 192 millions d'individus aient migré ces 30 dernières années, dont plus des 2 tiers vers les pays de l'OCDE 2.
L'immigration pose problème autant pour les pays de départ que pour les pays d'accueil. Elle a des effets sur la nature des relations politiques et sociales internes et externes d'un grand nombre de pays, sans compter les effets économiques, Simon 2008. Du côté de la recherche, les États-Unis furent aussi précurseurs. Là encore, en France et en Europe, il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la question soit prise en considération. Les problèmes spécifiques que pose l'immigration en termes économiques, mais aussi quantitatifs, versus l'immigration clandestine, voire en termes d'intégration ou d'assimilation, focalisent l'attention. Les politiques d'immigration des pays d'accueil sont d'ailleurs ambiguës. Fermeture et ouverture des frontières se succèdent au gré des besoins et des tensions qu'elles suscitent. Les modèles assimilationnistes et communautaristes se télescopent. La position assimilationniste suppose une négation de la culture des populations immigrées et une volonté de nier les différences. La posture communautariste suppose de s'appuyer sur les cultures des migrants pour faciliter leur intégration. Noiriel, 1988, Schnapper, 2007. Ces politiques s'inscrivent le plus souvent dans des relations nord-sud qui sont loin d'être normalisées. Les démographes suivent attentivement ces mouvements de population, Simon 2008, tandis que les sociologues et les psychosociologues s'intéressent plutôt au mode d'intégration des migrants. Deschnapper 2007 s'interroge en premier lieu sur ce terme. Que recouvre-t-il ? Aussi bien une politique qu'un concept sociologique ? Et de fait, les protagonistes, politiques, migrants et populations autochtones, n'ont pas la même perception de ce processus. Normalisation, régulation, position défensive se mêlent et complexifient un processus difficile à réduire. Quels sont les facteurs qui contribuent ou qui empêchent l'intégration ? Faut-il perdre son identité première pour mieux s'acculturer à l'identité collective du pays d'accueil ? Mais alors, qu'est-ce que l'identité collective ? N'est-elle pas toujours en mouvement ? Les processus d'acculturation, plutôt que d'éradiquer la culture d'origine, ne s'appuient-ils pas au contraire sur un métissage avec la culture du pays d'accueil ? Celle-ci n'est-elle pas toujours en devenir ? Ces questions, on le sait bien, ne sont pas neutres. Elles sont idéologiques et le plus souvent traitées de manière idéologique. Bien des nations, bien des groupes sociaux ont des réactions de rejet de l'étranger et en font en période de crise un bouc émissaire, prenant prétexte de différence pour le rejeter ou l'accuser de tous les maux. Des historiens comme G. Noiriel, 1988, ont montré que ces relations discriminantes n'étaient pas nouvelles, mais il ne semble pas que les démocraties aient pu les gommer. Il ne semble pas que les lois antiracistes aient pu les atténuer. Aujourd'hui, ces questions sont à l'ordre du jour. Les migrations se multiplient. Nombre de politiques tentent de les contenir ou de les réguler. L'immigration choisie est un mot d'ordre français, qui a son équivalent dans maints pays développés. Et l'attrait pour le Nord ne se dément pas. En effet, la qualité des emplois et des environnements scientifiques et techniques, les salaires et conditions de vie et de travail retiennent un grand nombre de personnes venues étudier et ou travailler. L'OCDE estime que près de 75% des jeunes formés aux États-Unis ou en Europe y restent, et plus encore quand il s'agit de cadres internationaux, d'ingénieurs, de médecins, Cervantes et Guélec, 2002. Dans les années 80, de nouvelles analyses interrogent les effets de ces mobilités. Ces effets sont bien sûr dissymétriques. Ils semblent le plus souvent favorables pour les pays d'accueil et défavorables pour les pays de départ. Mais certains observateurs y voient des facteurs positifs pour les pays de départ, et préfèrent le terme de circulation des individus et des savoirs, évocateur de possibles bénéfices, à celui de fuite des cerveaux. En effet, les migrants envoient chez eux des subsides qui permettent à leurs familles de sortir du dénuement et qui représentent même une part non négligeable du budget de certains pays. Cette fuite des cerveaux incite des pays comme la Chine et l'Inde à améliorer les conditions de retour de leurs migrants. Elle facilite enfin la circulation des savoirs et des technologies, les entreprises internationales jouant alors un rôle d'interface entre les pays. La plupart du temps, ce terme contient cependant une connotation péjorative, qui évoque la concurrence internationale entre les pays occidentaux pour capter les détenteurs d'un savoir, facteur de développement, mais aussi de pouvoir. Il stipule également que ces mouvements entraînent un déficit de compétences dans les pays de départ, tout en rappelant bien sûr les échanges inégaux entre le Nord et le Sud,
puisqu'en effet 85% des 20 millions de migrants hautement qualifiés vivent dans les pays de l'OCDE, Vinocure 2008. Le phénomène est international et controversé. Le débat n'est pas tranché. Les déficits de main-d'œuvre dans les pays occidentaux favorisent le maintien de ces non-retours et privent les pays exportateurs d'une grande partie de leur main-d'œuvre qualifiée et de leurs élites. Les transferts financiers vers les pays d'origine dépassent l'aide au développement et compenseraient les pertes. 3. Mais la fuite des cerveaux correspond à l'installation des individus dans le pays d'accueil tandis que notre étude concerne plutôt les jeunes qui arrivent pour étudier en France, à Paris en particulier, et dont le devenir n'est pas encore défini. Ces migrations étudiantes sont encore assez peu étudiées. Elles se développent au même rythme que les autres. Elles sont balisées par un certain nombre de données sur lesquelles nous reviendrons. Elles concernent 1,6 million d'individus, dont plus des 2/3 étudient dans un pays de l'OCDE. Elles interrogent tant sur les causes des départs que sur l'organisation des trajectoires scolaires et professionnelles qu'elles favorisent. Elles sont sujettes à débat. Les gains sont-ils plus intéressants que les coûts, tant pour les pays de départ que pour les pays d'accueil ? Bien entendu, les points de vue et les positions des acteurs, hommes politiques, ressortissants du pays d'accueil et étudiants étrangers diffèrent. Les premiers veulent mener une politique de régulation des flux, qui peut varier selon les conjonctures. Les autochtones peuvent se sentir concurrencés ou floués par les aides ou les conditions spécifiques accordées à des étrangers qui eux-mêmes ne se sentent ni attendus, ni accueillis par les populations locales, encore moins intégrés au sein des institutions nationales. Notre recherche a été menée sur 2 ans. Durant l'année scolaire 2006 à 2007, l'équipe s'est constituée, a rassemblé les matériaux existants et défini un canevas de travail. L'équipe comprend principalement 2 chercheurs et 4 étudiantes, 2 doctorantes et 2 jeunes filles en master de recherche. Le choix s'est porté sur l'enquête par entretien. S'il est vrai que ce type d'enquête ne permet pas d'atteindre la représentativité statistique, il est plus souple et permet de saisir concrètement les trajectoires et les représentations des individus. Chaque participante a privilégié une population, au sein de laquelle elle a mené une vingtaine d'entretiens en profondeur. La 2e année a permis de confronter nos résultats et de construire cet ouvrage. Nous ne sommes pas les premiers à nous intéresser à ces questions d'actualité. C'est pourquoi, dans cette introduction, nous situerons les théories sur les migrations et la mobilité internationale qui ont balisé notre recherche et nous nous appuierons sur les apports des travaux de collègues, en particulier de l'Université de Paris-Descartes, de Paris 8, de l'EHESS et de l'IRD. Travaillant à plusieurs, nous aborderons ensuite chacune notre enquête de manière plus ou moins personnelle, puis nous conclurons, en reprenant et comparant les points saillants des différentes enquêtes, ou plutôt les modes d'acculturation spécifiques à chaque population. L'intégration, un processus, un métissage. L'immigration peut prendre des formes variées, comme on l'a déjà souligné. On se doit de dissocier les migrations économiques, politiques ou scolaires. Elles ont chacune leurs déterminants et leurs problématiques. Mais certains concepts élaborés à partir de l'observation des formes d'intégration d'un groupe de migrants peuvent éclairer celles des migrations d'un autre type. C'est pourquoi il nous a semblé nécessaire de baliser la littérature sur le sujet des migrations et des immigrations corrélées. C'est au début du XXe siècle que s'est développée aux États-Unis une sociologie de l'immigration, prenant la ville et ses nouveaux arrivants comme objet d'étude. L'école de Chicago a produit des travaux pionniers sur la question grâce à 3 fondateurs, Robert Park, Ernest Burgess et William Thomas. Dans la richesse et la diversité de ces travaux, 3 schémas d'analyse se dégagent. Le cycle organisation-désorganisation-réorganisation de Thomas et Znaniecki, consigné notamment dans The Polish Peasant in Europe and America, 1918. Le cycle des relations raciales de Park et Burgess et l'étude de la notion de ghetto de Wirth. L'école de Chicago a ainsi élaboré une série de problématiques que la sociologie de l'immigration européenne découvrira plus tard. L'importance des concentrations résidentielles, de la formation de communautés d'origine, les problèmes de différenciation sociale et plus largement, la question scientifique qui provient directement d'une question politique, c'est-à-dire l'assimilation ou l'intégration des nouveaux venus. Ces approches se distinguent de celles développées en France par Durkheim. En effet, l'intégration sociale est au cœur de la sociologie fonctionnaliste de ce dernier.
Mais ce processus ne se distingue pas selon les caractéristiques des groupes sociaux ou des catégories sociales. La socialisation par les institutions touche tous les agents sociaux. En France, la question de l'immigration sera abordée plus tard, une première fois dans les années 1950, au moment de la grande vague d'immigration qui suit la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, des militants de gauche, des chrétiens, quelques intellectuels témoignent des conditions de vie précaires des nouveaux arrivants. Des sociologues engagent des travaux sur l'immigration qui sont restés marginaux et n'ont pas été valorisés par la communauté scientifique. Partant, la thématique de l'immigration n'est pas enseignée à l'université, elle reste discrète. Dominique Schnapper, 2007, écrit à ce propos : « La France est un pays d'immigration qui s'ignore. » Constatant l'écart entre la réalité de l'immigration depuis près de 2 siècles et les non-dits de l'histoire, Gérard Noiriel, 1988/27, a précisé que la recherche historique sur l'immigration a été victime par rapport à son homologue américaine, d'un autre handicap majeur. Le désintérêt des sciences sociales jusque dans les années 70 pour cette question. Aussi, les sources qui auraient pu suppléer aux lacunes de l'enregistrement officiel, notamment les enquêtes de sociologie, sont introuvables jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il faut attendre les années 80 pour que cette problématique trouve son assise. Enregistrement des discriminations, expériences interculturelles, confrontation entre cultures, processus d'intégration ou d'assimilation, place spécifique des migrants dans les sociétés d'accueil, une série d'approches se dessine sans que la place spécifique des étudiants ne soit souvent abordée. La sociologie de l'immigration explore souvent les logiques de domination, ainsi que l'expérience de la domination subie par les immigrés et reconstitue l'enchaînement des pratiques et des représentations qui créent des frontières symboliques et produisent des groupes stigmatisés. Elle reprend les apports d'Erving Goffman qui a appelé stigmatisation à la fois le processus de domination et les traits de caractère que les étrangers rejettent au profit d'un stéréotype collectif. Il a établi que les différences individuelles ou familiales chez les stigmatisés sont gommées au profit d'une frontière, le plus souvent posée en termes de différences culturelles, voire raciales. La stigmatisation participe ainsi du processus de construction de catégories dominées, notamment raciales. Goffman distingue 3 types de stigmates. À côté des monstruosités du corps et des tares du caractère, il retient les stigmates tribaux que sont la race, la nationalité et la religion, qui peuvent se transmettre de génération en génération et contaminer tous les membres de la famille. La stigmatisation est un processus par lequel des acteurs ou des institutions relèvent des traits des individus, afin de les différencier et de les inférioriser. Un trait ne devient stigmate que par la valeur négative qui lui est conférée dans une situation interactionnelle. Selon Goffman, l'efficacité du processus de stigmatisation repose sur la contamination. Le discrédit contamine tous ceux qui partagent le même stigmate. L'effet produit, voire recherché, par la stigmatisation est l'infériorisation sociale et politique du groupe stigmatisé, la mise à l'écart, voire le retrait de celui-ci des espaces de compétition. Cette finalité alimente la discrimination qui, en retour, alimente le discrédit. Lorsque le stigmate est visible comme la couleur de la peau, l'individu est immédiatement discrédité. Il est amené à devoir contrôler dans l'échange les effets de l'existence du stigmate. Les études portant sur la discrimination raciale émettent l'hypothèse d'une hérédité sociale de la stigmatisation. Abdelmalek Sayad, 1991, joue un rôle important dans cette élaboration théorique. Celle-ci s'appuie sur l'analyse de rapports de pouvoir et de domination, qui ne se confondent pas avec la seule exploitation capitaliste, c'est-à-dire la domination que subit la force de travail dans le champ de la production. Dans le cas des migrants, cette domination engage tout le processus d'intégration sociale. Se plaçant également en contradiction avec la théorie de Durkheim, Stéphane Beau et Gérard Noiriel, 1989/70, précisent que, au lieu de mettre l'accent sur les groupes sociaux confrontés au problème de l'assimilation, Durkheim privilégie une approche non ethnique du problème, en montrant que les immigrants, les minorités religieuses, etc., ne sont que des cas particuliers d'un processus d'ensemble qui est au cœur des mutations des sociétés contemporaines. On le voit, les questions d'intégration sont au cœur de cette sociologie de l'immigration et nourrissent les controverses. Elles animent autant les débats politiques et publics que la recherche sociologique.
Le concept d'intégration lui-même trouve des acceptions multiples. Se dégageant encore de la conception durkheimienne qui élude les différences raciales et les modes d'acculturation spécifiques, les sociologues contemporains interrogent ce concept et son pouvoir d'explicitation des processus en jeu. Viviorka, 2001, lui préfère une réflexion sur les identités culturelles et le métissage des populations à différents niveaux dans des contextes évolutifs. Les médias transforment les modes de communication et réduisent l'altérité sans abolir les formes de la domination culturelle. L'identité passe par une culture qui forge les distinctions entre nous et eux, qu'il s'agisse de classe, comme le montrait Hogarth, 1970, de sexe ou d'ethnie. Des termes comme ici et là-bas, nous, les autochtones d'ici et eux, les allochtones de là-bas, et inversement nous, les migrants, eux, les natifs, rendent compte de distances sociales et culturelles difficiles à réduire. Les groupes sociaux fichent des frontières invisibles, mais plus ou moins étanches. La question est quasiment d'ordre philosophique, mais elle construit également la conceptualisation sociologique. Elle est pensée en termes d'adaptation, d'acculturation. Pour Assayad, 1991, l'intégration est un processus dont on ne peut parler qu'après coup, pour dire qu'il a réussi ou qu'il a échoué, un processus qui consiste à passer de l'altérité la plus radicale à l'identité la plus totale. Le premier contact avec la société d'accueil peut être violent. Les difficultés de communication, la barrière de la langue peuvent être des obstacles majeurs. Ils peuvent provoquer une perte de repères, une crise d'identité. Vivre dans une société étrangère implique de décoder des normes et des valeurs, et de s'adapter à la culture du pays d'accueil. C'est une expérience de vie imposant des interactions sociales dans lesquelles l'étranger se reconstitue peu à peu. Cette compréhension interculturelle et cette adaptation impliquent chez l'immigré un changement profond dans ce qu'il est. Chaque migrant donnera un sens particulier à cette expérience individuelle, conditionnée par son habitus. Il entreprend de se construire une identité partagée entre deux cultures. On notera que ces approches et ces perspectives placent le plus souvent la société d'accueil comme le pivot, l'objectif, la norme. Le migrant dans nos contrées est un immigrant venu d'ailleurs. Il doit s'intégrer et s'assimiler. Il y perd ses repères identitaires. Viviorka 2001, Schnapper 2007. La domination politique et culturelle du pays d'accueil n'est le plus souvent ni interrogée, ni remise en cause. À l'inverse, le communautarisme induit la reproduction du groupe et le repli identitaire. Ces deux modèles, le premier plutôt français, le second plutôt anglo-saxon, doivent être dépassés, estime Michel Viviorka. L'intégration doit permettre l'expression des différences, des particularismes culturels et religieux. Pourtant, le modèle républicain n'avalise pas ce dépassement. S'il tolère des différences dans l'espace privé, il les bannit de l'espace public. Tribala, 1995. Dans une période de tensions religieuses et d'éduc identitaire et culturelle, les confrontations entre groupes nationaux ou ethniques ont même tendance à s'accroître. Les recherches sur la construction de l'identité complètent donc les approches en termes d'intégration. Elles ont établi le fait que l'identité n'est jamais acquise, toujours en devenir. C'est également un processus d'adaptation qui se nourrit d'interactions sociales. C. Dubar, 2002, distingue une identité pour soi et une identité pour autrui qui s'ajustent dans une transaction renouvelée. F. Barth, 1999, estime que l'identité est un construit qui s'élabore dans la relation entre individus et entre groupes culturels et sociaux. Selon lui, l'identité est un mode de catégorisation utilisé par les groupes pour organiser leurs échanges. Elle n'existe que par rapport aux autres. Autrement dit, pour Barth, identité et altérité sont intimement liées et l'identification va de pair avec la différenciation. Dans la mesure où l'identité est toujours le résultat d'un processus d'identification au sein d'une situation relationnelle, l'essentiel est de marquer la limite entre nous et eux, d'établir et de maintenir ce qu'il appelle une frontière. Il s'agit d'une frontière sociale et symbolique, résultat d'un compromis entre la frontière que le groupe prétend se donner et celle que les autres veulent lui imposer. Cette frontière est produite autant par une volonté de se différencier, en usant par exemple de certains traits culturels comme marqueurs de son identité propre, que par les signes de distanciation qu'imposent d'autres groupes sociaux. Cette frontière peut être étanche. Eux, les autres, les autochtones en l'occurrence, peuvent rejeter l'étranger qui subit alors des discriminations. En effet,
L'étranger où qu'il soit et d'où qu'il vienne est spontanément jugé par les natifs, qui ont tendance à l'évaluer par rapport à leur propre façon d'être au monde, à leur culture, donnant ainsi à celle-ci une valeur universelle. Néanmoins, comme le soulignent Camilleri et Cohen-Emerick, 1989, l'individu n'est jamais passif dans son appropriation de la culture. En fonction de multiples facteurs, il manipule, hiérarchise ses diverses appartenances et a toujours une interprétation dynamique, voire créatrice des modèles culturels, réalisant par lui-même la dualité complexe de toute quête d'identité, être à la fois semblable et différent. La construction de l'identité apparaît comme une construction de l'image de soi, dans un sentiment d'exclusion ou de participation à des groupes sociaux plus ou moins organisés, d'acceptation ou de rejet des normes, des valeurs et de leur signification. Elle est ainsi à la fois imposée à travers les attributions d'étiquettes et de statuts, étiquetage, stigmatisation, identité pour autrui, et acceptée et intériorisée à travers le sentiment d'appartenance, identité pour soi. Par ses pratiques quotidiennes, l'immigré doit se montrer à la hauteur des obligations liées à son statut dans le pays d'accueil. Il est contraint de se comporter comme un stigmatisé, ou de devenir invisible. Mais tous les migrants vivent-ils la même expérience d'étiquetage et de stigmatisation ? En réalité, des hiérarchies subtiles catégorisent les migrants comme d'autres acteurs sociaux. Les distances sociales et culturelles façonnent des représentations segmentées d'un monde de l'immigration hétérogène. Peut-on alors inclure les étudiants dans une problématique globale des migrations et de l'intégration ? Les étudiants migrants sont-ils des migrants comme les autres ? Ou bien en quoi s'en distinguent-ils ? Angela Xavier de Brito, 2002a, a déjà montré que le déplacement dans l'espace n'est pas une situation, mais un processus dont l'étude ne peut se résumer aux conditions de départ. Comme le suggère Dominique Joly, 1998, l'analyse d'un phénomène si complexe doit prendre en compte à la fois la perspective du pays d'accueil, celle du pays d'origine et le point de vue des acteurs eux-mêmes. Des auteurs comme Ernest Ravenstein, 1889, et Edward Lee, 1966, demeurent des références pour nombre d'études sur ce sujet, le premier pour sa théorie générale de la migration, le second pour en avoir dégagé les lois. Ils ont recherché les facteurs explicatifs du processus de migration. Ils distinguent des facteurs attractifs, pull, et des facteurs répulsifs, push. La théorie du push and pull a eu un impact considérable sur la plupart des travaux ultérieurs. Lee, 1966, estimait qu'il existe des différences importantes entre les facteurs associés au lieu d'origine et ceux associés au lieu de destination, en ce sens que, contrairement au lieu d'origine, la connaissance que l'on a du lieu de la destination avant la migration est rarement parfaite, pour peu que l'imaginaire ait été nourri par des influences ayant trait à l'étranger. Il y a toujours des éléments que l'on ignore lorsqu'on migre, et c'est seulement lorsqu'on vit dans un pays que l'on en distingue les traits, les avantages et les inconvénients. De plus, il y a entre les facteurs d'attraction et de répulsion des facteurs que Lee nomme intermédiaires, tels la distance et le coût du déplacement. Des facteurs personnels peuvent atténuer les effets positifs ou négatifs, faciliter ou retarder la migration. Certains facteurs personnels sont plus ou moins constants, tandis que d'autres sont associés aux différentes phases du cycle de vie et en particulier aux ruptures liées au passage d'une phase à l'autre. Les sensibilités personnelles entrent en ligne de compte dans l'évaluation de la situation du pays d'origine et du pays de destination. Lee en conclut que la décision de migrer n'est donc jamais complètement rationnelle, et la composante rationnelle peut agir beaucoup moins nettement que l'irrationnelle. Diambomba, 1987, qui a étudié les étudiants africains à l'étranger, s'est appuyé sur le modèle théorique de Lee, selon lequel la migration est, dans son sens large, un changement permanent ou semi-permanent de résidence, indépendamment de la distance parcourue, courte ou longue, du caractère du déplacement, volontaire ou involontaire, et de la nature de la migration, interne ou internationale. Pour lui aussi, 4 types de facteurs interviennent dans la décision de migrer. Des facteurs associés au lieu d'origine, des facteurs relatifs au lieu de destination, des facteurs intermédiaires et des facteurs personnels. Cet auteur estime que, dans le cas des Africains, les facteurs repoussants ont trait aux caractéristiques éducationnelles, économiques et sociopolitiques du milieu d'origine et que les facteurs attirants se situent dans le pays d'accueil.
Ces deux types de facteurs influenceraient les décisions à la fois privées et publiques. Toutefois, des obstacles intermédiaires et des facteurs personnels jouent aussi un rôle dans les décisions des individus. L'accès inégal ou la méconnaissance des ressources, bourses, informations, logements entre autres, joueront un rôle décisif. Pour temporaire que soit leur séjour, les étudiants étrangers établissent des interactions dans le pays d'accueil qui peuvent changer à la fois leur perception du monde et leur relation avec leur pays d'origine. Ils opèrent ainsi une transformation identitaire qui peut être un frein à leur réussite scolaire ou à leur adaptation aux conditions de vie locales. Nous analyserons ces points pour chacune de nos populations. En revanche, il n'est pas exclu que certains d'entre eux éprouvent le désir de prolonger leur séjour dans le pays d'accueil et changent de statut au cours de leur séjour. Il arrive même que le statut d'étudiant masque d'autres motivations de départ, y compris le désir d'une migration à plus longue échéance. C'est alors un tremplin pour une migration définitive. Un travail épistémologique s'impose ainsi pour saisir à la fois les différences et les similitudes entre ces catégories, les aspects objectifs et subjectifs de ces trajectoires. C'est dans ce sens qu'Xavier de Brito, 2002a, 2002b, a esquissé la notion d'habitus de migrant, la référence au terme migrant, ne recouvrant pas uniquement une situation de pauvreté, de fuite d'une réalité socio-économique difficile, mais plutôt une référence à la façon dont ces populations interprètent leur séjour à l'étranger. Encore au stade exploratoire, cette notion a un double mérite. D'une part, elle permet d'intégrer dans l'analyse le sens que les personnes en déplacement elles-mêmes attribuent à leur vécu dans les pays d'accueil. D'autre part, elle montre que la familiarité croissante avec les déplacements dans l'espace, en général dans le sens d'une plus grande complexification des contextes nouvellement fréquentés, permet à ces personnes l'exercice de leur créativité face aux stimuli culturels différents auxquels elles sont exposées, signalant que le processus dit d'intégration est un jeu de miroir entre les acteurs impliqués. Bref, cette notion contribue à montrer que dès qu'on y intègre la perspective de l'acteur, les barrières analytiques qui séparent les populations en déplacement ne sont pas aussi infranchissables qu'on veut bien le faire croire. Ainsi, loin de conclure que les étudiants étrangers à Paris se sentent avant tout marginalisés, discrédités, stigmatisés, nous attirons l'attention sur les horizons qu'ouvrent les mouvements migratoires. Nous retenons donc qu'il existe une situation particulière du migrant étudiant, que nous analyserons plus avant. Les migrations étudiantes, quelques données de cadrage. Il n'est pas contestable que les migrations ont en majeure partie une base économique. Même si la circulation des cerveaux est à l'ordre du jour au niveau international, les migrations économiques restent dominantes. Elles favorisent la polémique sur leurs effets dans les pays d'accueil, comme dans les pays de départ. Elles participent d'enjeux politiques non négligeables. Enfin, elles inquiètent les gouvernements des pays du Nord jusqu'à construire des murs pour s'en protéger, comme le fait la Californie vis-à-vis des migrants clandestins mexicains. Un premier tableau visualise la progression et le sens des migrations dans le monde. Globalement, les migrations ont doublé en 30 ans. Sans nous surprendre, on constate qu'elles s'effectuent toujours du sud vers le nord, l'Afrique et l'Asie étant des terres privilégiées des migrations. De plus, les femmes, a priori moins mobiles que les hommes, tendent aujourd'hui à les rattraper. Tableau 1. Tendance des migrations mondiales. Source, Nations Unies, Tendance des migrations mondiales, révision 2003 citée par l'INSEE. Ce tableau permet de quantifier rapidement les migrations et de préciser leur sens global. 175 millions d'individus sont migrants en 2000, 220 millions en 2005, dont les 2/3 vivent dans les pays développés. La part des migrants dans la population est faible en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, mais importante en Europe, en Amérique du Nord et en ex-URSS, ce qui n'est pas pour nous surprendre. Dans l'Union européenne des 25, entre 2000 et 2004, la part des non-nationaux, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas la nationalité du pays où elles résident, s'établissait à 5,5% de la population totale selon Eurostat. Ce taux varie considérablement d'un pays à l'autre, allant de moins de 1% de la population totale en Slovaquie à 39% au Luxembourg, sachant que dans la majorité des pays ce chiffre est compris entre 2 et 8%. Il est de 5,5% en France et de 8,7% pour la seule population active en 2007, INSEE 2008. Tableau 2.
Taux de sous-emploi. Source: Enquête Emploi 2004. Note: le sous-emploi retenu ici porte sur les seules personnes à temps partiel. Migration économique, regroupement familial, exode politique ou déplacement pour études, ces mouvements migratoires s'accompagnent de problèmes d'intégration culturelle, mais aussi économique. Le taux de sous-emploi des migrants en France en est une des expressions. Le sous-emploi, indice de précarité, n'a cessé de progresser depuis 20 ans, mais il ne touche pas toutes les catégories socio-professionnelles de la même façon. Les moins qualifiés, les femmes et les étrangers sont les plus touchés. Les Français puis les Européens sont les moins concernés. Les Maghrébins le sont encore moins que les Africains et les femmes plus que les hommes. Cette hiérarchie en reproduit d'autres et d'une certaine manière, reflète les inégalités face à l'intégration sociale. Ces inégalités pèsent-elles sur la population spécifique des étudiants étrangers ? C'est une des questions auxquelles nous aurons à répondre. Mais il nous faut tout d'abord faire le point sur cette population particulière, les étudiants étrangers. 4 sources permettent d'établir un état des lieux des migrations étudiantes. Les données quantitatives de l'OCDE, de l'ADEP et des OV, Observatoire de la vie étudiante. Les travaux de l'équipe d'Acoulon et de S.P. Vandy, à l'Université de Paris 8. Les travaux plus éclectiques de chercheurs de l'EHESS ou de l'IRD, en particulier sur les étudiants venant du Maghreb qu'étudie Étienne Gérard. Les travaux du CRBCEHESS de l'équipe dirigée par A. Garcia, financés par le programme CAPESCO-FECUB, portant en particulier sur les étudiants boursiers brésiliens. Ces données nous ont permis d'établir un cadrage de notre objet et d'élaborer notre propre grille d'interrogation. Rappelons que ces migrations étudiantes ne constituent pas un phénomène nouveau. Depuis le Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, des cohortes d'étudiants circulaient en Europe, constituant un phénomène culturel majeur dont les fonctions étaient multiples. Elles visaient non seulement la formation de l'esprit, mais également celle du corps et même du corps social. Ainsi le Grand Tour ou Cavalier Tour, cette initiation mondaine des jeunes nobles appartenant aux aristocraties européennes, est une des formes majeures du voyage académique. Julia, Revel et Chartier, 1985/12. Centrée sur le continent européen, l'attraction des universités dépassait les frontières, s'exerçant sur les étudiants de contrées éloignées tant géographiquement que culturellement, le latin permettant la communication entre ce petit nombre d'intellectuels. Ce n'est certes pas grâce au seul effort de son imagination que Montesquieu, 1721/9, crée des personnages tels que Ouzbek et Rika, les premiers peut-être parmi les Persans que l'envie de savoir ait fait sortir de leur pays et qui aient renoncé aux douceurs d'une vie tranquille pour rechercher laborieusement la sagesse, car ils ne croyaient pas que les limites nationales fussent celles de nos connaissances et que la lumière orientale dût seule nous éclairer. Les pérégrinations académiques sont toutefois conditionnées à la fois par l'appartenance sociale, étudiants nobles ou roturiers, et par le clivage confessionnel, réseau réformé et catholique. Julia et Revel, 1989/60-61, Paris étant la capitale culturelle du dernier. Au XIXe et XXe siècle, la base sociale de ces migrations s'élargit, à un point tel que dans l'entre-deux-guerres une définition de l'étudiant comme catégorie statistique, rien qu'au niveau européen, semblait déjà une voie bien difficile et semée d'embûches. Le CTiste 4 1934/14. La décolonisation n'a pas interrompu ce mouvement. Au contraire, la France en particulier, dans un mouvement de générosité, de culpabilité, mais aussi de maintien de son emprise culturelle sur ses anciennes colonies, a mené des politiques scolaires particulières à leur égard, caractérisées par la construction locale de systèmes scolaires et par la distribution de bourses d'études pour les étudiants. Une troisième vague ou période s'ouvre dans les années 80. La croissance de la scolarisation a fait son effet. La demande d'études supérieures croît et les systèmes locaux ne peuvent y répondre. Puis, la tertiarisation des économies et la diffusion des idées sur la société de la connaissance participent à cet attrait pour les études et les diplômes, même si dans le même temps on accuse ces derniers de perdre de leur valeur et de ne pas endiguer les problèmes d'emploi et de chômage. On est donc face à une histoire longue et complexe liée aux relations internationales comme aux histoires scolaires nationales. Le sens de ces migrations est prévisible, même si des exceptions se font jour. En France, ce terrain est peu exploré,
Il l'est plus souvent par des chercheurs venus de l'étranger comme à Xavier de Brito ou à Garcia. On ne compte pas moins d'1,6 million d'étudiants mobiles au niveau mondial, c'est-à-dire étudiants dans un pays étranger. Les États-Unis à eux seuls en attirent près de 30%, l'Europe tente de suivre le mouvement. Quel est donc l'état actuel des connaissances sur les étudiants étrangers dans les sciences sociales et en particulier, au sein de la sociologie? Dans quelle mesure les précédentes recherches, leur cadre théorique et leur apport méthodologique ont-ils été utiles à la construction de cet objet de recherche? La littérature scientifique sur les mobilités étudiantes se développe de manière systématique à partir de la deuxième moitié des années 40. Cette production s'organise en 3 périodes clairement discernables. 1. De 1945 à 1965, l'intérêt pour l'objet étudiant étranger s'éveille, notamment aux États-Unis, au sein de la psychologie sociale et dans le cadre de l'approche cross-culturale. En effet, l'entrée en force des États-Unis dans le scénario mondial, autant sous l'angle politique que sous les angles scientifiques et technologiques, et le financement massif des programmes de formation 5, ont provoqué un afflux d'étudiants étrangers vers ce pays après la Seconde Guerre mondiale. L'importance politique du phénomène dans un contexte de guerre froide fait du gouvernement américain le grand commanditaire des études sur cet objet, dont le principal objectif est de développer des attitudes favorables de la part des étudiants par rapport aux États-Unis, à leur peuple et à leurs institutions. Loomis et Schuller, 1948/18. En résultent 2 grands groupes de recherche. Celle portant sur le processus d'adaptation ou d'intégration des étudiants étrangers au système éducatif et à la société d'accueil, et celle axée sur le rôle joué par ces étudiants dans le changement social de leur pays à leur retour. Smith, 1956, souligne la nécessité des recherches de suivi, pour mesurer la portée de l'influence de la culture étrangère lors du retour de l'étudiant dans son pays d'origine. Jacobson, 1963, s'interroge sur la part de l'individu dans ce processus ainsi que sur les perspectives de continuité d'une telle expérience lors du retour. Les travaux de Yuzem et Yuzem, 1955, insistent sur l'importance des relations interpersonnelles dans la définition de la situation de séjour à l'étranger. Lisgard, 1955, et Gullahorn, 1963, avec leurs courbes en U et en W, posent les principes d'une constante adaptation-réadaptation des étudiants selon le contexte, tandis que Loomis et Schuller, 1948, Aish, 1962 et Veroff, 1963, développent l'idée d'une durée optimale de séjour. 2. De 1965 à 1980, ce sont plutôt les études à l'étranger, en tant que processus qui retiennent l'attention des chercheurs, les travaux étant surtout le fait d'économistes de l'éducation inspirés de la théorie du capital humain. Sous-jacente au thème déjà exposé, se glisse la préoccupation de comprendre les déterminants plus larges, plus structurels du phénomène. Il y a donc changement d'orientation et de méthode, ces dernières devenant plus précises et plus quantitatives, les profits économiques se substituant aux acquis culturels, les questions posées s'encadrant dans une logique de coût-bénéfice et l'axe d'analyse se déplaçant des pays d'accueil vers les pays d'envoi. La conception sous-jacente est que les choix des individus sont guidés par une rationalité qui les dépasse, celle du développement national, Spalding et Flack, 1976. L'orientation générale des flux sud-nord illustre bien le cadre d'échange inégal de ce processus. Toutefois, pour la première fois, des travaux tels que ceux de Myers, 1972, et Glaser, 1978, s'attachent aux effets pervers du phénomène qu'on appelle « études à l'étranger », tels que la fuite des cerveaux. 3. Dans la période plus récente, 1980 à 2008, on assiste à la complexification des schémas d'appréhension, de compréhension et d'explication de l'objet, notamment par le recours à la méthode comparative. Le champ commence timidement à s'ouvrir aux approches anthropologiques et sociologiques, mais les travaux sur les étudiants étrangers en France comme ceux de C. Camilleri sur leur identité culturelle, 1985, et ceux d'Xavier de Brito, 1991, sur la carrière morale des étudiants brésiliens restent très rares. L'intérêt pour cet objet va rester épisodique jusqu'à la recrudescence de la circulation des étudiants dans le cadre de l'Europe, quand des équipes de chercheurs à l'IRD et à l'EHESS vont commencer à s'y intéresser. En France, au cours de la dernière période,
l'attention portée aux carrières étudiantes a favorisé la création de l'Observatoire de la vie étudiante. Dans ce cadre, Akoulon, RNAFAR et SP Vendée 2001, 2003, 2008 ont été appelés à réunir l'essentiel des données qui peuvent éclairer cet objet, données qui peuvent être complétées par les enquêtes détaillées par fiches individuelles, annuelles et les notes d'information de l'ADEPSIS. Nous ne reprendrons pas toutes ces informations. Il nous suffit de situer la place de la France dans ces migrations, celle de la région Île-de-France dans l'accueil des étudiants étrangers et les principales caractéristiques de ces derniers. 88% des étudiants étrangers dans le monde, dont 70% viennent des pays du Sud, sont inscrits dans un pays de l'OCDE. Ils étaient 108 000 en 1950, ils sont 6 millions en 2000. En France, leur croissance est parallèle à celle d'autres pays. Ils étaient 20 000 en 1960, ils sont près de 265 000 en 2005, soit 15% des effectifs des universités et 11,6% de la population étudiante. Mais comment identifier ou définir cette catégorie ? Doit-on garder la définition d'étudiante adoptée par la plupart des organismes internationaux, selon lesquels est considéré comme étudiant du point de vue de la statistique, tout individu de l'un ou de l'autre sexe qui, ayant dépassé l'âge de 17 ans, est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur auquel on ne peut accéder qu'après avoir subi avec succès les épreuves du baccalauréat, du diplôme de maturité ou d'un examen équivalent, ou doit-on l'élargir ? Doit-on y inclure les jeunes qui ont suivi leur famille ou ne prendre en compte que ceux venus seuls pour étudier ? Et comment les distinguer ? Toute catégorisation demande précaution et surtout connaissance du terrain. Nous ne trancherons pas sur ce débat, qui explique les variations des données selon les sources, MEI, DEP, UNESCO, BIT, OCDE. Le fait est que, selon Akoulon et SP Vendée, la France a perdu depuis 1993 la première place qu'elle occupait depuis fort longtemps dans l'accueil des étudiants étrangers. Avec 244 335 étudiants étrangers en 2004 et 260 596 en 2007, elle se place désormais en quatrième position, derrière les États-Unis, 572 509 étudiants, le Royaume-Uni 364 271 individus et Allemagne 260 314 étudiants. Mais en proportion du nombre d'étudiants, elle garde une place de choix car les étudiants étrangers en représentent 3% aux États-Unis, mais 11% en France. Ils maintiennent la croissance de nos effectifs quand celle des nationaux stagne. La place de la France dans les classements internationaux des établissements, suivis avec attention ces derniers temps agit sur sa renommée et sur sa capacité d'attraction. Celle-ci se combine ensuite avec les avantages qu'elle accorde, bourses, logements, infrastructures aux étudiants. Deux mesures peuvent être mobilisées pour établir cette diffusion des étudiants migrants. Le nombre de ceux-ci et leur part dans la population étudiante, qui dépend de l'ampleur de celle-ci. Le tableau 3, ci-dessous, établit les effectifs d'étudiants et d'étudiants étrangers pour les principaux pays de l'OCDE. Il montre des évolutions contrastées, mais la permanence du classement des États. La progression du nombre d'étrangers est plus nette au Royaume-Uni, en Australie et au Canada, en contrepartie sans doute des politiques restrictives américaines après le 11 septembre. La France et l'Allemagne accueillent également un nombre important d'étudiants étrangers. Tableau 3. Part des étudiants étrangers. Dans 7 pays de l'OCDE en 1999 et en 2004. Source ENAFA et Vendée 2008, les étudiants étrangers en France, Paris, la documentation française, page 51. Tableau 4. Répartition des étudiants étrangers dans les principaux pays d'accueil. Selon le continent d'origine en 2001 à 2002. Source OCDE repris par Akoulon, 2003. Au vu de ce tableau, on constate que la part des Asiatiques est dominante dans ces mobilités. Mais sur chaque continent, le sens des migrations renvoie à une histoire particulière. Les Africains se dirigent vers la France, les Sud-Américains vers les États-Unis tout comme les Asiatiques, les Européens vers le Royaume-Uni. Les liens historiques, la renommée des systèmes de formation, la langue participent à l'attractivité de chaque pays d'accueil. Les causes des départs sont également à chercher dans les pays d'origine. La qualité du système d'enseignement, ses capacités d'accueil,
la valeur de ces diplômes et la valorisation des diplômes étrangers sur le marché du travail, les représentations véhiculées par le corps social comme les accords avec les pays d'accueil favorisent les départs et les choix des destinations. Ainsi, la part des populations étudiantes nationales qui s'expatrient varie selon ces différents paramètres. Certains pays d'Afrique manquent d'équipements universitaires et envoient plus de 30% de leurs jeunes à l'étranger, tandis que le Japon ou la Chine en envoient respectivement 2 et 4,5%. Dans la dernière décennie, cette part peut être en augmentation, comme par exemple en Chine, ou au contraire en baisse, comme en Afrique. En France, les relations avec les anciennes colonies dominent les politiques d'accueil. Les jeunes du Maghreb et d'Afrique noire représentent 51% des étudiants étrangers, ceux d'Asie 15%, ceux d'Europe 26% et ceux en provenance des Amériques 7%. Pour chaque population, les indices d'évolution sont très variables et reflètent des représentations distinctes de la France, des relations politiques et culturelles de nature très différente. La croissance quantitative des étudiants étrangers au cours de ces dernières années concerne aussi bien les universités que les établissements non universitaires de l'enseignement supérieur, STS, CPGE, écoles d'ingénieurs, de commerce. De 1999 à 2002, les effectifs des étudiants étrangers ont cru au total de 38%, passant de 160 533 en 1999 à 221 567 en 2002, 244 335 en 2004 et 260 596 en 2007-8. Ainsi, leur proportion passe de 8% en 1999 à 10% en 2002, 11% en 2004 et 11,7% en 2007. Cette augmentation est particulièrement importante dans les écoles d'ingénieurs, plus 72% entre 1999 et 2002, les écoles de commerce, plus 55% et les CPGE, plus 58%. Parmi ces étudiants étrangers, 75% fréquentent une université, les autres étant inscrits dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, y compris les IUT. Dans le même temps, le nombre total des étudiants s'est tassé. On assiste ainsi à deux évolutions contraires. Tandis que les effectifs d'étudiants français diminuent de 5,8%, ceux des étudiants étrangers augmentent de 47,8%, compensant ainsi la diminution du nombre global des étudiants inscrits dans les universités au cours de la période 1997 à 2005. Ce phénomène est transnational et affecte nombre de pays occidentaux, la croissance de l'offre s'accompagnant d'une récession démographique. C'est d'ailleurs une des causes de la rapide mise en place d'une politique d'attraction des populations étudiantes étrangères. Tableau 5. La part des étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur français, en 2007 à 2008. Source, NI 0901, les effectifs dans l'enseignement supérieur en 2007. Tableau 6. L'évolution du nombre des étudiants étrangers dans les universités. Selon leur nationalité. Source Coulon et Pévendy, rapport pour Love, février 2004. Les données de Love réunies par Coulon et Pévendy permettent encore d'identifier la part respective des flux selon les pays d'origine. Les relations privilégiées de la France avec l'Afrique sur lesquelles nous reviendrons expliquent leur prépondérance. Mais d'autres étudiants sont attirés par notre système d'enseignement, les Asiatiques en particulier. Le tableau 6 met en exergue ces permanences et ces renouvellements dans la circulation des étudiants étrangers. Tableau 7. Proportion des étudiants étrangers. Sur la population étudiante globale selon les académies. Source Coulon et Pévendy, rapport pour Love, février 2004. Comme le montre le tableau 7 ci-dessus, l'attractivité des académies est très variable. Les zones frontières, mais surtout l'Île-de-France, sont plus attractives que l'Ouest ou la Corse. On compte 5,9% des étudiants étrangers en Corse et 22,6% dans l'Académie de Créteil en 2002. Ces dispersions n'ont cependant rien de surprenant. Elles tiennent autant aux positions respectives des académies dans une hiérarchie politique, sociale, culturelle et économique dominée par la région Île-de-France, qu'à leur position géographique. Par ailleurs, la population étudiante étrangère connaît des permanences et des évolutions nettes que notre enquête prendra en compte. Permanence des flux d'Afrique noire et du Maghreb, liés à notre histoire coloniale et à nos proximités culturelles de longue date,
décollage des migrations d'Europe de l'Est liées aux reconfigurations politiques des relations à l'intérieur de l'Europe, émergence des migrations chinoises et asiatiques liées à l'ouverture politique et au décollage économique que connaissent ces pays. Bien des facteurs politiques, sociaux, économiques internes et externes pèsent ainsi sur les configurations et reconfigurations des mouvements migratoires, et des mouvements migratoires spécifiques des étudiants. Tableau 8. Répartition des étudiants étrangers à l'université. Selon l'origine géographique, le diplôme et le sexe, 2005. Source, NI 0702 DEP. 79% des étudiants étrangers sont dans les universités. Leur percée est importante en troisième cycle ou doctorat, où ils représentent 39% des effectifs pour 10% dans les cursus de licence 9. C'est le signe que ces étudiants ont amorcé leurs études dans leur pays d'origine et viennent les achever en France 10. En revanche, comme le tableau 8 le montre, la croissance des étudiants en mobilité Erasmus est très modérée, voire décevante, tandis que les Asiatiques continuent leur progression. La part des Africains tend à se stabiliser, si ce n'est à se réduire. La part des jeunes femmes de chacun des continents reflète des disparités culturelles et des inégalités de sexe différenciées. En Occident, les femmes poursuivent plus souvent des études que les hommes, c'est un fait sociologique avéré, Baudelot et Establet, 1992. En Asie, leur percée est significative. En Afrique, elles sont plus en retrait. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner les préférences disciplinaires de ces jeunes étrangers. Les disparités dans la distribution entre les filières et les disciplines sont un sujet de débat et de controverse. Les sciences subiraient une désaffection au profit des sciences humaines et sociales. Ces constats sont relativement corroborés ici. Seuls les jeunes venant du Maghreb privilégient les sciences. Les jeunes d'Europe et d'Amérique sont au contraire plus souvent littéraires. Tableau 9. Répartition des étudiants étrangers. Selon la discipline et l'origine, 2001 à 2002. Source DEP, citée par Acoulon 2003. Si ces données par type d'établissement, par nationalité, par cycle, par sexe, par âge et par statut, boursier, non boursier, sont largement diffusées, l'organisation des parcours comme les réussites et les échecs de ces étudiants sont occultés. L'OFF ne donne pas de résultats. On trouve quelques bribes d'informations sur les sites des universités. Il n'a pas été construit de panel qui pourrait rendre compte de l'organisation des trajectoires, des durées de séjour et des taux de réussite des étrangers. C'est une lacune que l'on retrouve dans la majorité des pays, et qui laisse les observateurs dans l'expectative. Au vu des données produites par quelques universités, il semble que, globalement, les étudiants étrangers soient plus âgés que les étudiants autochtones et qu'ils réussissent moins bien, car des problèmes linguistiques et financiers pèsent sur le rendement de leurs efforts. À Lille 1, en 2007, leurs taux de réussite sont faibles, de 32 à 50% selon les niveaux, sauf en Bac plus 5 où ce taux est de 72% et de 83% pour les jeunes Français. À Paris Descartes, on note également un taux moyen de réussite inférieur à celui des jeunes Français, 44% pour 69% en 2006. Les écarts d'un niveau et d'une discipline à l'autre sont importants et nuancent ces résultats. Moins efficaces en licence, les étudiants étrangers sont plus performants en master et doctorat. Dans leur enquête par questionnaire de 2004 auprès de 1715 étudiants de 10 universités, ENAFA et Pevandi, 2008 sur 121, rendent compte également de résultats variables et mitigés. En L1 et L2, 38% des étudiants réussissent et passent dans l'année suivante, en L3, 40%, en M1, 51%, en M2, 56%, moyenne nationale 45%. Ce dernier résultat laisse supposer que les étudiants de master ou de doctorat se distinguent des autres. Nombre d'entre eux entrent directement dans ces formations, car ils ont déjà subi une sélection au cours d'un cursus entamé dans leur pays d'origine 11. Mais les données chiffrées donnent un éclairage minimal sur les parcours des jeunes issus de mondes fort différents. Notre enquête qualitative a la prétention de préciser la grammaire de ces trajectoires et les effets qu'elles peuvent avoir sur le devenir de ces jeunes et sur leur représentation des mondes et de leurs possibles. Vivre à l'étranger n'est pas neutre, c'est s'introduire dans une autre culture, dans un autre mode de vie, dans un autre rapport au monde. Les jeunes des pays du Sud vivent en France une acculturation souvent douloureuse,
dont ils attendent un avenir ici ou là-bas. Les échecs et les réussites, les filières de formation et leurs spécificités, mais aussi leur mode de vie et leurs difficultés, leur forme d'intégration dans l'enseignement supérieur et dans la vie sociale modèlent encore leurs projets et leurs réalisations, notamment quand ils sont à Paris, ville connue pour les difficultés Q'. Elle oppose à la sociabilité estudiantine, Galland, 1995. Des politiques d'accueil en gestation. Les migrations étudiantes répondent à un double mouvement des sociétés du Nord. À la fois, une volonté politique d'entrer dans la société de la connaissance et le souhait d'attirer des jeunes étrangers compétents dans la vive concurrence internationale. Elles sont également portées par le désir individuel des jeunes du Sud d'accéder à des diplômes jugés performants sur les marchés du travail nationaux ou internationaux. L'étudiant international devient une figure qui retient l'attention des pays développés, Bell 2008. Ces mobilités s'inscrivent donc dans ce que certains appellent la mondialisation, à savoir une plus grande circulation des capitaux, des savoirs, des biens mais aussi des personnes. L'étudiant international perdrait-il alors son enracinement national au profit d'une évaluation des coûts et bénéfices d'une mobilité plurielle ? Pour l'instant, ce type de trajectoire ne concerne pas 10% des étudiants dans le monde. Elle n'en est pas moins plus visible, plus attractive qu'elle ne l'a jamais été. Un mot d'ordre international semble se dégager. Transformer le brin-drin en brin-gain et attirer les étudiants à haut potentiel dans ce qu'on appelle l'immigration choisie. Quelle politique les États mènent-ils pour s'inscrire dans ce mouvement d'internationalisation ? Répondre à cette question demanderait un travail spécifique. Plusieurs rapports ont établi quelques faits. Ils prônent la mobilité choisie, à savoir la sélection des étudiants sur des critères d'excellence 12. On note de grandes disparités d'un pays développé à l'autre. Information, attraction, accueil, bourse, équipement suivi varient fortement dans le temps et dans l'espace. Le contexte politique international et national pèse sur les mesures prises. L'OCDE et l'Union européenne accompagnent les initiatives, font circuler les bonnes pratiques. Mais le principe de subsidiarité laisse chaque État maître de sa politique. Dans le cadre de la réforme de Bologne 1999, dite ELMD, la mobilité étudiante est valorisée, qu'elle soit européenne ou non, elle fait partie des ambitions et des objectifs. Le programme Erasmus en est un des fleurons. Pourtant, seul 1% des étudiants européens bénéficient de ce programme. Les inégalités d'accès sont multiples, les financements du programme très limités. En France, la politique d'accueil est assez limitée. Quelques programmes retiennent l'attention, mais la majeure partie des étudiants étrangers n'est pas soutenue dans son effort. Seulement 7% des étudiants étrangers, toutes disciplines confondues, ont reçu une bourse française en 2006. En 1998 est créée EduF France, qui a pour mission d'informer dans de nombreux pays de futurs étudiants mobiles. En mars 2007, EduF France fusionne avec Égide, service du ministère des Affaires étrangères d'accueil et de bourse pour les étudiants de pays sélectionnés et prioritaires. Ce nouveau campus France est mis sous la tutelle conjointe du MEI et du MEN, et ouvre des bureaux dans maints pays. Ceux-ci informent et sélectionnent les jeunes qui entreront dans les programmes Eiffel ou Tempus. Le nombre de programmes est difficile à déterminer. On distingue différents pourvoyeurs. Les ministères, les collectivités territoriales, des entreprises et des fondations privées. Cette pluralité nuit à la visibilité et peut devenir un labyrinthe inextricable pour les candidats, comme l'est déjà le système d'enseignement français lui-même, ce qui pose problème au niveau de la réception du discours des émissaires français dans maints pays. La création et le développement des services de relations internationales des universités sont eux aussi assez récents et encore inégaux. Ces services cherchent à délimiter leurs objectifs et leurs fonctions, leurs espaces d'intervention, la professionnalité de personnel souvent fraîchement recruté. Ils gèrent des conventions conclues avec des universités étrangères 13, qui portent plus sur la circulation des recherches et des savoirs que sur celle des étudiants. Ils sont un relais des services du ministère des Affaires étrangères pour les programmes d'excellence comme Eiffel ou Erasmus Mundus. Il existe plusieurs programmes de bourse gérés par différentes institutions, ce qui en rend la lisibilité faible et l'ampleur limitée, tableau du ministère des Affaires étrangères en annexe. Mais ils n'accueillent pas vraiment les étudiants étrangers venant de leur propre initiative.
La France manque de cités universitaires, d'un système d'information et d'accueil des étudiants étrangers et même d'un système de bourse pour étudiants étrangers. Globalement, seuls les 7% des étudiants étrangers qui reçoivent une bourse de la France et ceux, dont le chiffre est inconnu, qui la reçoivent de leur pays, bénéficient de bonnes conditions pour poursuivre leurs études. La circulation des étudiants, si elle est considérée comme un atout pour les pays d'accueil, n'est pas assortie d'une réelle politique d'accueil et d'intégration. Une minorité bénéficiant de conditions particulières est sélectionnée et considérée comme une élite favorable au développement de la recherche et à la circulation des savoirs. Pour les autres, les gouvernements évoluent entre une conception démocratique d'aide aux pays en développement et une conception marchande, qui légitime les bénéfices conséquents des apports financiers ainsi récoltés. Schultes et al., 2008. La France n'est pas le seul pays d'accueil des étudiants étrangers. Au contraire, on peut affirmer aujourd'hui que les pays occidentaux sont engagés dans une vive concurrence pour accueillir cette population. Si tel est le cas, c'est bien qu'il existe des enjeux politiques et économiques à ces migrations. Attirer, sélectionner, retenir les étudiants les plus brillants est un enjeu dans les dynamiques de la recherche scientifique nationale et dans le développement des technologies avancées. Détenir les chercheurs les plus performants permet de ravir des brevets ou des marchés. Ce détour par la formation et la rétention des meilleurs au niveau mondial. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.